Bonjour les data scientists, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une rediffusion d'une conférence que j'ai tenue pour une association de data science basée en Côte d'Ivoire. Dans cette conférence, je parle des arbres de décision et je fais une rapide démonstration sur le dataset des fleurs d'iris. Donc dites-moi si ce format de vidéo vous convient. Voilà, c'est juste pour changer un petit peu. Ça fait un certain temps que j'ai pas produit de vidéo sur la chaîne YouTube parce que je travaille énormément sur le livre. Donc je me suis dit que j'allais enregistrer ça pour vous le partager. C'est un format live, hein, c'était une conférence, donc c'est normal si c'est pas aussi dynamique que d'habitude. En plus, je laissais du temps aux gens pour qu'ils puissent prendre des notes et écrire du code en même temps que moi. Donc c'est normal si c'est pas tout à fait aussi rapide que d'habitude. Néanmoins, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'est parti, on y va. Je vais commencer ma présentation par ce petit PowerPoint avec quelques arbres de décision que j'ai pris sur Google récemment pour préparer cette présentation. Donc, voilà ce qui se passe quand on dit arbre de décision. Pour la plupart des gens, dans leur tête, on visualise un peu ce genre de choses. Mais très souvent, les gens ne savent pas vraiment comment créer ces arbres. Alors, on va commencer par voir l'anatomie de ce genre d'arbre. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, en général, on retrouve une racine. En anglais, on appelle ça root. C'est donc la base de notre arbre, à laquelle on va commencer par poser ce qu'on appelle une première question, où on va faire un test, qui va déboucher sur un ou plusieurs embranchements. Par exemple, on va se demander, est-ce que le patient ressent une douleur? Alors, à l'abdomen, à la gorge, ou bien aucune douleur. Donc ça, ce sont nos différents embranchements. Et selon le résultat qu'on obtient, on va aboutir à une nouvelle question, à un nouveau test. Et donc, ainsi de suite, on arrive à des feuilles, ce qui sont donc les conclusions, les décisions de nos arbres de décision. Donc, ça, c'est plutôt bien compris dans la tête des gens d'une manière générale. On comprend qu'un arbre de décision, c'est en fait une séquence de tests qui démarre avec une racine, une première question, et qui débouche sur des décisions, qui sont les feuilles, les extrémités de cet arbre. Mais la question que beaucoup de gens ne savent pas vraiment, à laquelle les gens ne savent pas vraiment répondre, c'est comment construire ces arbres. Parce qu'il y a des façons, des stratégies, on va dire, statistiques, qui nous permettent de construire ces arbres de façon très optimisée, pour éviter de se retrouver avec des arbres trop grands, trop longs, et pour bénéficier du fait que les arbres de décision comptent parmi les modèles de machine learning ou les modèles statistiques les plus puissants à l'heure actuelle, hein, et depuis bien longtemps. Ce sont des modèles qui sont très légers, très performants. Encore faut-il savoir comment bien construire cette séquence de tests. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble à partir de maintenant. Alors, je vais commencer par prendre un exemple sur lequel on va développer. Donc imaginons qu'on cherche à identifier des patients atteints du coronavirus, pour être dans le thème de l'actualité, et pour ça, nous effectuons différents tests. Par exemple, donc on a 10 patients, et on a effectué un test pour savoir si le patient toussait, si le patient avait mal au ventre ou avait mal à la tête. Et on a différents résultats. Alors, la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est quel test choisir en premier afin de construire un arbre de décision optimisé, un bon arbre de décision. Alors, si on imaginait qu'on avait encore un quatrième test, par exemple, est-ce que le patient a mal aux pieds? On se dirait forcément que ce test-là, on ne va pas forcément l'utiliser. Il n'est pas vraiment dans le thème, c'est assez évident. Mais pour les 3 autres tests qu'on a actuellement, est-ce que le patient tousse, mal au ventre ou mal à la tête? C'est pas aussi simple que ça, parce qu'on se dit, oui, un patient qui a le coronavirus, il peut tousser, mais un patient qui n'a pas le coronavirus peut lui aussi tousser. Je ne sais pas si le facteur toux va être plus ou moins important que le facteur de mal de tête. Donc pour construire notre arbre de décision, nous allons devoir identifier quels sont les tests qui apportent le plus d'informations. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer l'entropie de l'information, qui est en fait une mesure du désordre. Ça nous vient donc en fait de l'entropie en physique, ou plutôt en thermodynamique, qui est la mesure du désordre d'un système.
Ou plus couramment, on peut aussi utiliser la mesure du Gini, ou Gini. C'est comme vous voulez, vous pouvez le prononcer des deux manières. Le Gini, c'est un petit peu comme l'entropie, mais la formule est un petit peu plus simple à exprimer. On va dire que l'entropie mesure le désordre dans un système, et le Gini, la pureté de l'information. Donc je vais vous montrer comment faire ça sur ce dataset. Peut-être que maintenant, à l'heure actuelle, ça vous semble un petit peu flou, mais surtout, vous en faites pas, vous allez très bien comprendre dans quelques instants. Donc voici la formule qui nous permet de calculer le Gini. Donc c'est 1 moins la somme de pour toutes les classes du nombre d'échantillons que l'on a dans cette classe divisé par le nombre total d'échantillons, et le tout au carré. Alors je prends tout de suite un exemple. Dans notre dataset, si on compte le nombre de patients positifs et négatifs que l'on a dans la colonne Covid-19, on en a 5 et 5. Donc, on a 5 patients divisés par 10 pour notre classe positive et 5 patients divisés par 10 pour notre classe négative. Ça nous donne un Gini de 0,5. Si vous voulez, vous pourriez dire que vous avez 0,5, une chance sur deux de tomber sur un patient positif ou négatif, et ça se reflète assez bien dans le Gini qu'on voit à l'heure actuelle. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour donc identifier quels sont les facteurs, quelles sont les variables les plus importantes entre la toux, le mal de ventre ou le mal de tête, eh bien, on va faire ce calcul pour tous les embranchements possibles que l'on a dans ces différents facteurs. On va par exemple commencer par la toux. On a deux possibilités lorsqu'un patient sur la toux, il peut soit tousser, soit ne pas tousser. Et on va commencer par s'intéresser au nombre d'échantillons, c'est-à-dire au nombre de patients positifs et négatifs qui toussent. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a 5 patients positifs qui toussent. Il suffit de les compter, hein, c'est très simple. Et 4 patients négatifs qui toussent également. Donc, à ce stade, on peut aussi faire la même chose pour les patients qui ne toussent pas. Et là, on voit qu'on n'a qu'un seul patient qui ne tousse pas. Et ce patient n'est pas positif au coronavirus, il est dans la classe négative. Donc à ce stade, on peut calculer le Gini pour notre variable toux. Et donc, en reprenant la formule de tout à l'heure, cette fois-ci, on a un nombre total d'échantillons sur la gauche de notre arbre qui est de 9. Et dans la classe positif, on a 5 échantillons. Dans la classe négative, on en a 4. Donc le calcul nous donne un Gini de 0,49. De l'autre côté, on a un Gini qui est égal à 0, comme vous pouvez le voir sur le calcul là. Et lorsqu'on a un Gini égal à 0, c'est en réalité une parfaite pureté de ce côté-là de l'arbre. On va dire que le Gini est une mesure de la pureté. Donc on va ensuite passer à l'étude de nos autres variables. Donc par exemple, mal au ventre, on va refaire la même chose. Il suffit de compter le nombre de personnes qui ont mal au ventre. Alors il n'y en a pas qui ont mal au ventre et qui sont positifs. Par contre, on a 2 personnes qui ont mal au ventre et qui sont négatifs. Donc on écrit 0, 2. Et de la même manière, les gens qui n'ont pas mal au ventre, eh bien, on va en compter 5 dans la classe positive et 3 dans la classe négative. Donc de la même manière, on peut calculer notre Gini. On va voir que, voilà, on voit bien dans la classe 8, enfin dans la catégorie des gens qui ont mal au ventre, on a un Gini égal à 0, puisque on peut clairement différencier les gens qui vont donc être positifs et négatifs rien qu'avec ce test. Ça nous donne un résultat pur. C'est ça qu'il faut bien comprendre avec le Gini. Et du côté du non, on obtient un Gini de 0,46. Enfin, pour le test de mal de tête, on fait toujours la même chose. On commence par analyser les gens qui ont mal à la tête. Alors on voit qu'on a 5 personnes dans la classe positive et 2 dans la classe négative. Et de la même manière, dans la classe des gens qui n'ont pas mal à la tête, on n'a que des cas négatifs. Donc on obtient un Gini de 0,40 et de 0. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien beau, mais là, je t'ai un peu perdu. Là. Tu nous montres beaucoup de calculs, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel test est-ce qu'on va choisir avec ce Gini? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, le Gini, c'est une mesure de la pureté.
C'est un petit peu l'inverse de... alors pas tout à fait, mais on va dire, dans un langage vulgarisé, on va dire que c'est un petit peu l'inverse de l'entropie, qui est la mesure du désordre. Mais ces deux choses-là, elles nous permettent de comprendre à quel point un test nous permet de gagner de l'information dans notre arbre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le test qui minimise le Gini pondéré total. C'est-à-dire que si on effectue le test de tout, on voit que d'un côté, on a un Gini qui est proche de 0,5, on obtient 0,49, et de l'autre côté, on a un test de 0. Ce qu'on va devoir faire pour comprendre quelle est la puissance de ce test, quel est le gain d'information grâce à ce test, il va falloir qu'on combine ces deux résultats, le 0,49 et le 0, en un Gini pondéré et total. Voilà. Donc pour ça, on utilise la formule qui est en gros sur l'écran. Et je vais tout de suite vous montrer un exemple. Par exemple, dans le cas de la personne du test de tout, eh bien, on compte le nombre d'échantillons qu'on a à gauche. On en a 9 sur 10, puisqu'on a au total 10 patients qui vont passer dans ce premier test. Et on multiplie donc par le Gini de 0,49. Et on additionne ça avec le Gini que l'on a pour la catégorie des gens qui ne toussent pas. Sauf que comme ce Gini est de base égal à 0, puisqu'il est complètement pur, eh bien, ça nous donne 0,49. De la même manière, on va faire ce calcul-là pour les deux autres tests, mal au ventre et mal de tête. Et on obtient à chaque fois 0,46, enfin, on obtient 0,46 et 0,40. Ce que je voulais dire, c'est qu'on obtient à chaque fois le résultat qui est déjà au-dessus, tout simplement parce que pour cet exercice, pour cette présentation, j'ai pris soin de mettre toujours de créer un dataset pour toujours avoir d'un côté un 0. Voilà, on voit que le mal de ventre, on obtient un 0 pour le oui, et dans le mal de tête, on obtient un 0 pour le non. C'est juste pour simplifier les calculs pour que vous suiviez bien. Donc, je le rappelle, on va choisir le test qui minimise le Gini pondéré total. Et donc ce test, c'est le mal de tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que statistiquement, avec les données dont on dispose, quand on effectue le test de mal de tête en premier dans notre arbre de décision, eh bien, c'est celui qui va nous faire gagner le plus d'informations dès le départ. Contrairement peut-être à un test de tout. Voilà. Le test de tout, il est très proche de 0,5, il est égal à 0,49. Ce test-là ne nous permet pas vraiment de gagner des connaissances sur notre patient. C'est un petit peu comme si vous demandiez, est-ce que le patient a des cheveux ? Oui, bah, il y en a qui vont avoir des cheveux, il y en a qui vont pas avoir de cheveux. Ce test n'est pas très utile. Et donc, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'était la manière de calculer l'utilité d'un test. Et c'était en passant par le Gini. Donc, notre arbre commencera par le test de mal de tête, puis il continuera avec le test dont le nouveau Gini, que l'on calculera ensuite, sera le plus faible. Parce que, en effet, maintenant, on va devoir travailler avec le côté 8 de notre arbre de décision, dans lequel il va falloir choisir un autre test parmi les deux tests qui restent. Et pour ce test-là, on va devoir travailler avec 5 plus 2 échantillons. Au début, on avait 10 échantillons, mais là, on en a filtré 7 du côté 8 et 3 du côté non. Donc, tous nos calculs sur le Gini doivent être réinitialisés. Donc, on a en fait un algorithme itératif dans lequel on sélectionne à chaque embranchement un nouveau test en cherchant le Gini pondéré total qui est le plus faible. Alors, une petite chose à noter au passage, c'est que ici, du côté du non, étant donné que l'on a uniquement des données négatives, des patients négatifs, eh bien on termine en fait notre arbre avec une feuille. Il n'y a plus besoin d'effectuer de tests, puisque tous les gens qui sont de ce côté-là, d'après notre dataset en tout cas, sont négatifs au coronavirus. Donc inutile de faire un nouveau test, on a notre réponse, on a atteint une feuille de l'arbre. En revanche, du côté du oui, donc du côté gauche de notre arbre, il va falloir, comme je le dis, refaire ce calcul de Gini. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'algorithme CART. C'est un des algorithmes très populaires pour construire des arbres de décision. C'est un algorithme qui consiste
donc, comme on vient de le voir, à répéter ce calcul de Gini avec à chaque fois un résultat binaire pour nos arbres de décision. Ça va soit être oui, soit non. Et c'est par défaut l'algorithme qui est mis en place dans scikit-learn. Alors il existe d'autres algorithmes, mais c'est celui-là qui est le plus simple à comprendre et il est très efficace. Bon, alors maintenant que je vous ai montré un petit peu le fonctionnement ou bien la stratégie qui nous permet de construire un arbre de décision, eh bien je vous propose d'aller dans Google Colab ou bien dans Jupyter Notebook pour qu'on puisse ensemble construire des arbres de décision sur la base de données des fleurs d'iris. On va commencer par importer NumPy, importer matplotlib.pyplot as.plt. Et pour finir, on va venir chercher le dataset des fleurs d'iris depuis le module dataset de scikit-learn. Et j'ai fait une petite bêtise. Que se passe-t-il? Ah, oui. Il faut bien sûr écrire from, pas import. Voilà. Je vous laisse le temps d'écrire tout ça si vous voulez. Ah, je vais éviter d'avancer trop vite. Donc ensuite, on va venir charger, on va utiliser notre fonction loadIris pour charger ce dataset iris. Alors au cas où vous ne le savez pas, si quand vous chargez un dataset depuis scikit-learn, ça vous retourne un objet dans lequel vous avez différents attributs à disposition. S'il veut bien les charger pour que je puisse vous les montrer. Non, il ne veut pas, c'est pas grave. Alors, vous avez l'attribut data qui va vous permettre de charger les variables de votre dataset. Vous avez également l'attribut target qui va vous permettre de charger la target de votre dataset. Et bon, vous avez encore 2-3 autres attributs, on les verra plus tard. Donc, pour afficher notre dataset avec matplotlib, on peut faire scatter. Et on va venir chercher... Alors, pour commencer, peut-être que dans l'audience, il y en a qui n'ont jamais utilisé le dataset loadIris. C'est un petit peu le dataset avec lequel on commence toujours à pratiquer lorsqu'on fait de la data science. Et c'est un dataset donc dans lequel on trouve 150 échantillons de fleurs d'iris qui sont décrites par 4 variables. Alors, ces variables, d'ailleurs, si on veut les voir, on peut écrire iris. Il me semble que c'est feature names. Voilà. Donc voici nos 4 variables. On a une variable pour la longueur du sépale, la largeur du sépale, la longueur du pétale et la largeur du pétale. Donc, si je veux afficher tout ça dans matplotlib, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher les 150 échantillons de x. Donc je vais écrire x double point, puisque je veux tous les échantillons de mon tableau. Et ensuite, je vais choisir une de ces variables. Par exemple, la première, donc x0. Je rappelle que les tableaux NumPy, donc x est un tableau NumPy, les tableaux NumPy sont indexés en 0. Donc je veux prendre la première des variables parmi les 4 que je retrouve ici. Je vais écrire 0. Donc, on va afficher ça en abscisse. Et en ordonnée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher, par exemple, la deuxième variable, sepal length, sepal width, ce qui nous donne le graphique suivant. Et pour mettre un peu de couleur, on peut écrire C égale Y. C, c'est donc un des paramètres de matplotlib qui nous permet de rajouter de la couleur dans nos datasets. Alors, je pourrais écrire C égale rouge. Voilà, ça m'affiche le tout en rouge. Mais je vais bénéficier du vecteur Y qui contient mes 3 classes de fleurs d'iris avec les 3 valeurs différentes qui le composent pour itérer à travers les couleurs de matplotlib. Donc, on aura une première couleur qui correspondra à tous les 0, une autre couleur qui correspondra à tous les 1 et une dernière couleur qui correspondra à tous les 2. Voilà.
Et si ça vous intéresse, si vous voulez savoir à quoi correspondent donc ces différents nombres, on peut venir puiser dans l'attribut iris.targetNames. Et là, on voit les 3 classes de fleurs que l'on trouve. Donc on a Setosa, Versicolor et Virginica. J'en profite au passage pour dire que c'est un dataset très connu. Hein. Vraiment, si vous tapez Iris Dataset, voilà, vous tombez sur ces fleurs d'iris, avec la longueur du pétale, la largeur du sépale, etc. Donc nos 4 variables. Et c'est ce qu'on arrive à charger ici avec scikit-learn. Donc, à présent, on va essayer de développer un modèle de machine learning de type arbre de décision sur ces données. Donc pour ça, on va utiliser scikit-learn. Parce que dans son API, donc Application Programming Interface, on peut retrouver un module d'arbre qui s'appelle tree, ici, tout en bas, dans lequel on a différents estimators, donc différents objets ou différentes classes qui sont capables d'estimer les paramètres de modèles de machine learning pour nous. Voilà, ils sont capables d'apprendre grâce à des algorithmes d'apprentissage statistique. Et celui qu'on utilise le plus souvent, c'est Decision Tree Classifier. Il nous permettra de faire exactement ce que je vous ai montré de faire, ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Dans cette conférence. J'ai l'habitude de faire des vidéos sur YouTube, vous me comprendrez. Donc, les hyperparamètres de cet estimator sont les suivants. On peut choisir une mesure de la qualité, c'est même marqué ici, une mesure de la qualité du split de notre dataset, qui peut être soit le Gini, soit l'entropie. Et par défaut, c'est le Gini. C'est la mesure de la pureté des nodes. On peut choisir d'autres hyperparamètres, il y en a un certain nombre, ils ne sont pas tous importants à connaître. Celui qui est très important, c'est également la profondeur maximum que l'on accorde à notre arbre. On peut avoir des arbres très profonds, qui continuent à faire des tests aussi longtemps qu'ils n'ont pas terminé leur travail de division, ou bien on peut choisir de créer des arbres dans lesquels on dit, à partir de 10 questions, ou plutôt de 10 embranchements, tu arrêtes. Tu arrêtes de développer l'arbre plus longtemps. Alors vous pourriez vous dire, mais pourquoi c'est dommage? Eh bien, on en parlera dans un instant, on en parlera un peu vers la fin de cette conférence. Alors comme vous pouvez le voir d'ailleurs, par défaut, il n'y a aucune limite. Voilà, la limite n'existe pas. C'est-à-dire que par défaut, lorsqu'on entraîne un de ces arbres, l'arbre va être créé jusqu'au bout, jusqu'à ce que la machine estime qu'elle ne peut plus diviser, que toutes les classes sont complètement pures. Enfin, toutes les classes, tous les embranchements de votre arbre soient purs. Qu'il ait parfaitement réussi son travail de discrimination, de classification, si vous préférez. Donc, si on retourne dans notre code, on va donc charger depuis le module tree de scikit-learn l'estimator Decision Tree Classifier. Voilà. Et dans ce classifier, on va donc faire passer nos données X, Y. Mais avant toute chose, en machine learning, si vous ne le saviez pas, on divise toujours nos données en 2 parties. Une partie de train et une partie de test. Donc une partie qui sert à entraîner la machine et une partie qui sert à la tester. Alors, pourquoi vous allez me dire? Eh bien, si on utilise toutes nos données pour entraîner la machine, après, on ne peut plus l'évaluer sur des données qu'elle n'a jamais vues. Et ça, c'est dommage. Parce que ça ne nous indiquera pas la capacité qu'aura la machine à effectuer de bonnes estimations ou de bonnes prédictions à l'avenir, peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, lorsque vous la mettrez en production. Donc il faut toujours garder quelques données de côté dont vous connaissez les réponses, mais dont la machine ne connaît pas les réponses. Comme ça, vous pouvez avoir une idée de sa performance future. Pour ça, dans scikit-learn, il existe une
une fonction de découpe de vos données qu'on va retrouver dans le module Model Selection. Et cette fonction, c'est la fonction Train Test Split. Voilà. Split, ça veut dire découper en anglais. Donc, découpez votre dataset en train set et en test set. Donc, c'est parti. Oups. On va commencer par faire ça. En créant un xtrain, ytrain et un xtest, ytest. Avec cette fonction train test split. Dans laquelle on va donc passer nos données xy, qui, à l'heure actuelle, je vous le rappelle, sont de dimension 150,4 et de dimension 150, rien du tout, y étant juste un vecteur, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, hein. Y ressemble à ceci, mais il contient 150 éléments. Donc on va faire passer ces deux matrices et vecteurs dans notre fonction, en précisant au passage, par exemple, une taille pour notre test set. Et typiquement, on garde 20% de nos données dans notre test set en général. Donc, alors si vous voulez obtenir exactement les mêmes résultats que moi lors de cette découpe aléatoire, vous pouvez rajouter random state, qui est un attribut qu'on retrouve très souvent dans toutes les fonctions statistiques, hein, ou les fonctions de NumPy, de scikit-learn, de PyTorch, Et par exemple, on va le fixer sur 0, ce random state. Il vous permet de mélanger votre dataset en répétant toujours les mêmes résultats. Donc, on a notre random state ici. Et ensuite, ce qu'on peut faire, si vous le désirez, c'est vérifier les dimensions de notre train set et de notre test set après sa découpe. Donc, on peut faire xtrain.shape. Et voilà, on voit que dans notre xtrain, il nous reste 120 échantillons parmi les 150 qu'on avait initialement. Et du coup, dans... qu'est-ce que je fais? Ah, je me suis trompé. Juste inversé, excusez-moi. Ça m'arrive. Voilà. Il faut écrire les choses comme ceci. Voilà. J'ai inversé, en même temps que je parlais, je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai inversé la façon dont on écrit les arguments ici. Donc on écrit xtrain, xtest, puis ytrain, ytest. Moi j'avais swappé les deux là. D'ailleurs j'en profite pour vous dire, pour vous encourager de toujours vérifier les dimensions de vos tableaux. Une fois que vous générez des tableaux, une fois que vous manipulez des tableaux, vérifiez toujours vos dimensions. Parce que ça vous permet de détecter très rapidement si vous avez fait une petite erreur. Moi, typiquement, j'ai pu détecter que j'avais fait une erreur. Pourquoi? Parce que quand j'ai vérifié xtest tout à l'heure, il m'avait dit qu'il était de dimension 120,0. Et je me suis dit, comment ça se fait ça? Xtest doit avoir 4 colonnes et il doit avoir que 30 lignes. Et donc j'ai compris que je l'avais inversé avec y. Donc ça c'est une bonne leçon à retenir. Vérifiez toujours les dimensions de vos tableaux. Donc maintenant qu'on a séparé notre train set et notre test set, enfin maintenant qu'on a découpé notre dataset en deux parties, on va pouvoir entraîner ce Decision Tree Classifier sur le train set en utilisant l'interface de programmation de scikit-learn. Donc cette interface de programmation, c'est toujours la même. Vous prenez votre modèle, hein, qui peut être un Decision Tree Classifier, un algorithme de K-Neighbors Classifier, les cas voisins plus proches, ou bien une régression logistique. Et vous aurez toujours la méthode fit qui vous permet de construire votre modèle, la méthode predict qui vous permet d'utiliser le modèle pour faire des prédictions, et la méthode score qui vous permettra d'évaluer votre modèle entre son x et son y. Donc, on va définir un modèle de la classe Decision Tree Classifier, dans laquelle on pourrait au passage choisir un autre critérion,
on pourrait régler tous ces hyperparamètres, mais on ne va pas le faire pour le moment. En plus, on utilise déjà le critérion Gini que je vous ai présenté au début de la conférence. Pour l'instant, on va garder notre modèle comme tel. On va entraîner notre modèle avec la méthode fit que je viens de vous montrer dans la documentation. Donc sur les données xtrain, ytrain. Et on va évaluer ce modèle sur les données xtest, ytest. Et on a de la chance parce que le résultat de notre apprentissage nous donne un score de 100%. C'est génial. Alors ça pourrait ne pas être le cas si on prend une autre découpe. On peut, voilà, si je change random state avec cette fois-ci 1 et pas 0, donc je change la découpe de mon dataset, eh bien cette fois-ci, le modèle a peut-être appris des choses, il a peut-être appris à construire un arbre qui ne lui permet pas d'atteindre toujours 100% de performance sur de nouvelles données. Mais ça, c'est tout à fait normal. Alors, au passage, on pourrait s'amuser à afficher nos nouvelles données, une fois qu'elles sont découpées. Donc notre xtrain notre train set ressemblerait typiquement à ceci. Et vous allez voir qu'il est un petit peu différent de celui qu'on avait tout à l'heure lorsqu'on avait un random state égal à 0. Voilà, alors c'est peut-être un peu difficile à voir parce qu'il y a beaucoup de données, mais voilà, par exemple là on voit qu'il y a 2 points ici, et là il n'y en a plus qu'un. Alors là j'ai juste, c'est juste pour vous montrer que voilà, la façon dont on découpe notre dataset va bien sûr avoir une répercussion sur la façon dont la machine apprend. Donc, si on reprend une découpe avec le générateur de nombres aléatoires fixé à 1, comme on l'a vu, ça nous donne un score de 96%. Ça veut donc dire que sur les 30 prédictions, les 30 échantillons que l'on retrouve dans notre test set, on en a 30 ici, on peut le voir dans sa shape, eh bien 96% de ces 30 prédictions ont bien été prédites, ont bien été effectuées. Alors si on veut voir ce que ça donne, on fait 30 fois 0,96. Donc voilà, on a 28 ou plutôt on va dire 29 prédictions qui ont sûrement été bien faites. On pourrait le vérifier avec un petit peu plus de code. Alors maintenant, je vais terminer en vous montrant encore deux choses. La première, c'est comment afficher avec Python votre arbre de décision, tel qu'il a été appris par la machine. Parce que dans scikit-learn, si je retourne dans l'interface de programmation, dans le module tree, qui nous permet de faire des arbres de décision, on va voir tout en bas qu'il existe une fonction plotting, une fonction pour afficher nos arbres. C'est cette fonction-là. Plot trees, ou plot tree. Donc je vais l'ouvrir dans une nouvelle tab pour voir comment m'en servir. Et je vais tout de suite vous faire la démo. Donc la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on importe cette fonction depuis le module tree de scikit-learn. Donc on va faire decision tree classifier et on va revoir le nom de cette fonction. Elle s'appelait plot tree. Donc on écrit plot tree. Il peut nous l'auto-compléter si on appuie sur tab. Et ensuite, essayons de voir comment on se sert de cette fonction. Alors, il faut faire passer un decision tree dedans. Ça fait partie des paramètres qu'on voit ici. Il faut passer un arbre de décision qui est donc le modèle que l'on a créé. Ce modèle-là, il va falloir le faire passer dedans. Et on peut aussi faire passer d'autres paramètres. Et on va les voir tout à l'heure, ceux-là. On va les voir au fur et à mesure. Donc on va commencer par faire plot tree de notre modèle.
Alors au début, ça nous affiche beaucoup de choses qui ne sont pas très importantes, pas très utiles. Si on veut les afficher, si on veut les éliminer, on va rajouter un plt.show en dessous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui nous est retourné là est construit sur la base de matplotlib. Donc on peut utiliser tout ce qui existe en principe avec matplotlib. Donc si on veut agrandir cette figure, on va créer une figure plus grande en définissant une figure avant que l'on crée notre plot tree. Et à l'intérieur de notre figure, on va définir un paramètre figSize en disant, par exemple, vous pouvez rentrer les numéros que vous voulez, par exemple 18 par 18. Et voilà, là ça nous donne notre arbre de décision beaucoup plus grand. Il est plus lisible, c'est plus facile à lire. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cet arbre? Eh bien, tout en haut, on voit la racine, c'est ce que je vous ai expliqué au début de la conférence. Dans cette racine, on pose une question. Est-ce que x3 est inférieur à 0,8? Alors là, vous allez me dire, attendez, qu'est-ce que c'est x3? Je ne comprends pas trop. Ah, en fait, c'est la troisième variable que l'on retrouve dans x, dans nos données x. Et je vous le rappelle, au tout début, je vous avais montré que dans iris, on pouvait afficher le nom des features. Donc vous savez quoi? C'est exactement ce qu'on va faire. Regardez, je vais le réécrire par exemple ici. Si j'écris iris.featureNames, voilà, j'obtiens le nom de mes différentes features. Eh bien, ça, c'est très utile parce qu'en fait, je peux le rajouter parmi les arguments, ou parmi les paramètres, plutôt, de ma fonction plotTree. Vous vous rappelez, avant, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de paramètres à mettre dans cette fonction. Je suis dans la fonction plotTree. Et j'ai dit qu'on allait les voir au fur et à mesure. Eh bien, en voici un premier. On peut rajouter le paramètre featureNames. Et on ne va pas s'embêter, on va tout simplement copier-coller notre ligne du dessus. Donc maintenant, si j'exécute ma cellule, vous avez vu, le x3 a été remplacé par le nom de la variable, c'est-à-dire petalWidth. Donc, on commence notre dataset avec un petalWidth et on demande, c'est notre test, c'est notre premier test, petalWidth est-il inférieur ou égal à 0,8? Et ça débouche sur deux options, puisque c'est l'algorithme carte. Comme je vous l'avais dit, cet algorithme débouche toujours sur deux options, une option vraie ou une option faux, voilà, oui, non. Et d'un côté, on va donc retrouver une première feuille de notre arbre, ainsi que un autre test. Le test, le voici. Et ce test va ainsi de suite déboucher vers d'autres tests, et d'autres tests, jusqu'à tomber sur des feuilles. Alors, on va continuer à parler du contenu de ces boîtes. Là, vous pouvez voir qu'on peut lire le Gini, qu'on pourrait calculer exactement de la même façon en utilisant les mêmes formules que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est tout à fait la même formule. Et on va en parler de ça, de cette formule, de ce Gini, au fur et à mesure. Au fur et à mesure que je rajoute 2-3 choses dans mon plot tree. Alors la première chose que je pourrais rajouter, c'est par exemple le target name. Parce qu'il existe aussi... c'est peut-être pas target name, j'ai peut-être un doute. Non, c'est class names. Voilà, il existe également un attribut, ou un paramètre, pardon, class names, à rajouter dans notre fonction plotTree. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette class name? Eh ben, avant, je vous ai également montré qu'on peut faire iris.targetNames. Et ça nous donne un tableau NumPy avec les différentes classes de notre dataset. Donc, ce que je vais faire, c'est copier-coller ceci à l'intérieur. Et maintenant, regardez bien. Donc, vous allez tout de suite voir la différence. Si j'exécute cette cellule, hop, tout en bas, je retrouve la classe dont il s'agit. Donc voilà, on voit qu'à cette feuille, c'est surtout au niveau des feuilles que ça va être intéressant, à cette feuille-là, donc c'est-à-dire les extrémités de notre arbre, à cette feuille, on va voir que donc la machine prédit que c'est une fleur d'iris de classe Setosa. Ça va être sa prédiction, et elle peut effectuer cette prédiction, elle a un Gini de 0, donc ça veut dire que
la feuille est totalement pure. Il n'y a que, on peut le voir ici, parmi les 3 classes que l'on pourrait retrouver, donc Setosa, Versicolor et Virginica, on retrouve 39 échantillons de la classe Setosa et 0 échantillon des 2 autres classes. C'est pour ça qu'on a un Gini égal à 0. Comme ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le cas des patients atteints du Covid-19. Alors, il y a une dernière chose très sympa qu'on peut faire dans cette fonction plotTree, c'est de la remplir. Alors, pour ça, on utilise le paramètre field, qui de base est réglé sur false, comme on peut le voir ici. Et comme c'est marqué dans la documentation, when set to true, eh bien, donc c'est-à-dire quand il est fixé sur la valeur vraie, ça va peindre les questions, les boîtes de notre arbre de décision pour indiquer la classe majoritaire que l'on retrouve dans cette boîte. Donc, démonstration. On compile notre code et ça y est, on retrouve un arbre qui est très simple et très agréable à lire cette fois-ci, puisque, par exemple, on le voit, toutes les cases vertes vont représenter la classe Versicolor, toutes les cases pourpres vont représenter la classe Virginica, et là on a la classe Setosa qui est triée dès le début, voilà, on la retrouve nulle part ailleurs, puisqu'elle est directement mise de côté, c'est la première feuille de notre arbre, elle est en classe orange. Donc voilà une façon très instructive, très instructive pour nous, les data scientists, d'étudier des arbres de décision. Lorsqu'on a entraîné un arbre sur un modèle, c'est super intéressant de pouvoir afficher cet arbre pour comprendre quels sont les tests qu'il va effectuer et quelle est aussi également la séquence de tests optimum, celle qui lui permet de venir aux conclusions le plus rapidement. Et ça, on le voit grâce à cet arbre qui s'affiche ici et qui a été développé avec l'algorithme CART, comme je vous ai expliqué, C-A-R-T. Alors, il y a une dernière chose que j'aimerais vous montrer, ça va prendre encore 5 minutes, c'est le paramètre max depth que l'on peut rajouter dans un arbre de décision. Max depth, donc c'est un des hyperparamètres des arbres de décision. Je vous ai dit, il y a l'hyperparamètre critérion. On peut choisir entre Gini et entropie. Les deux donnent à peu près les mêmes résultats, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'y toucher à celui-là. Splitter, c'est pas forcément utile d'y toucher non plus, mais max depth, c'est un des paramètres que vous devez absolument retenir lorsque vous développez des arbres de décision. Ce paramètre, il vous permet de donner une limite à votre arbre pour qu'il arrête de se développer. Parce que le problème des arbres de décision, c'est qu'ils sont bien souvent trop puissants. Et du coup, ils entrent en situation d'overfitting. C'est-à-dire, ça c'est un terme qu'on utilise en statistique, pour désigner le phénomène dans lequel l'arbre ou le modèle de machine learning que l'on développe s'est trop spécialisé sur les données qu'on lui a fournies pour son apprentissage, et du coup il a perdu tout sens de généralisation. Voilà. Il a vu les données que vous lui avez montrées, et il s'est vraiment concentré peut-être sur des cas particuliers, sur des exceptions, qui vont pas du tout être des cas ordinaires. Du coup, peut-être qu'à l'avenir, il va faire des erreurs à cause de ça. C'est comme si on reprend notre exemple du Covid-19, vous montriez à l'arbre de décision un patient qui qui est vraiment isolé des autres. Peut-être qu'il n'a pas de toux, peut-être qu'il n'a pas de maux de tête, peut-être qu'il a vraiment pas les mêmes symptômes, pourtant il a le coronavirus. Eh bien, alors votre machine risque de dire « Ah ben non, lui il a rien à l'avenir ». Mais non, peut-être que... Voilà, vous comprenez un petit peu, c'est ça l'idée. Eh bien, pour éviter que la machine ne tombe dans ce piège de se concentrer trop fortement sur les cas particuliers, eh bien, on va
limiter le développement de l'arbre de décision. On va lui dire, à partir d'un certain seuil, tu arrêtes de te développer. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la régularisation. Voilà. On régule le développement du modèle, on l'évite de trop de se spécificité, comment dire en français? On évite que le modèle, que l'arbre de décision devienne trop expert. Voilà. Alors pour ça, on peut définir un max depth, et on va tout de suite voir ça. Donc, comme je vous le dis, c'est vraiment l'argument le plus important que vous devez connaître. Alors il y a également max features et oui, leaf nodes un peu moins, mais max depth et max features sont très importants. Mais pour commencer, si vous débutez avec les arbres de décision, je vous conseille max depth. Max depth, par exemple, si on le fixe à 1, donc on demande à ce que notre arbre ne soit pas plus haut qu'un étage, eh bien alors évidemment ça diminue grandement notre performance, parce que l'arbre est beaucoup trop faible, il est beaucoup trop petit actuellement. Et ça, on va tout de suite le voir en affichant notre arbre. Voilà, on se retrouve avec un arbre avec un étage, donc dans lequel il n'effectue qu'un seul test, c'est-à-dire, voilà, il regarde si le petal width est inférieur à 0,8, et si c'est le cas, bah, il va dire que c'est une cétosa, et il aura tout juste. Autrement, bah, voilà, le Gini est très élevé, voilà, ce qui va donc induire que l'arbre va faire beaucoup d'erreurs. Parce que de l'autre côté, on a encore deux autres classes, une avec 37 échantillons et l'autre avec 44, et là, l'arbre, il ne sait plus quoi faire. Voilà, de la même manière, maintenant, si on passe à 2, donc maintenant, déjà, à 2, on obtient une très bonne performance, on obtient déjà 96, c'est quand même fou. Ça veut dire qu'on pose seulement 2 étages de questions, 2 étages de tests dans notre arbre. Et c'est assez curieux de se rendre compte qu'on obtient la même performance que tout à l'heure, tandis que notre arbre était beaucoup plus grand. Là, on a grandement limité le nombre de tests, et pourtant, on obtient la même performance. Eh bien ça, c'est très important, parce que ça nous permet non seulement d'avoir des arbres plus petits, donc qui vont s'exécuter plus rapidement pour notre programme, mais ça nous permet également de lutter contre les problèmes d'overfitting, puisque en développant des arbres trop grands comme ce qu'on avait tout à l'heure, max depth égale none, eh bien on risque d'avoir des arbres qui vont poser beaucoup trop de questions, qui vont aller chercher des petits détails qui ne sont pas forcément importants et qui sont propres aux données qui ont servi à l'entraînement de l'arbre. Et c'est ça qui crée les problèmes d'overfitting et par extension du coup des problèmes de performance à l'avenir lorsque vous déployez votre arbre ou votre modèle de machine learning en production. Et voilà les data scientists, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette conférence vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre 2-3 choses sur les arbres de décision. Vous en faites pas, je ferai des vidéos à l'avenir sur ces types de modèles, des vidéos bien travaillées comme j'ai l'habitude d'en faire. En attendant, je me disais que c'était une bonne chose de partager cette vidéo avec vous. Donc si vous l'avez aimé, merci de me le dire dans les commentaires, merci de la liker, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.